Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 5e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Cyril porte secours à Franck, naufragé avec sa famille sur un radeau de fortune dans une mer démontée. Le vent de Méditerranée, soudain et violent, transforme cette intervention en une leçon de sang-froid et de courage. Je m'appelle Cyril Grimal, j'ai 52 ans, je suis patron titulaire à la station SNSM de Cavalère-sur-Mer. Donc mon histoire avec la SNSM, ça a commencé lorsque ma mère a décidé de créer une station de sauvetage à Cavalère. Et comme il y avait besoin de bénévoles et de sauveteurs, j'ai commencé comme ça en 2003. Et de fil en aiguille, à force de faire des formations et des stages, je suis devenu patron. Et puis, on va dire que c'est dans le sang. Je m'appelle Franck, j'ai bientôt 60 ans, j'habite Lyon, j'ai grandi à Marseille. Mon rapport à la mer, il date depuis la plus tendre enfance, en fait, d'une part parce que j'avais un grand-père qui m'amenait à la pêche depuis sa barque, et plus spécialement à Cassis, en fait. J'allais très souvent à la pêche avec lui, et puis dès que j'ai eu l'âge de 4-5 ans, j'allais faire de la voile avec mes parents ou d'autres adultes de la famille. Depuis 15 ans, j'ai un bateau que je partage avec un autre propriétaire. C'est un bateau qui fait 34 pieds, donc un peu plus de 10 mètres. Il a une coque blanche avec un liseré bleu en haut de la coque. C'est un bateau très sûr, enfin on se sent bien dedans. C'est un super bateau, Blue Moon. Ce qui est excessivement plaisant en bateau, c'est dès que je mets le pied sur le bateau, que je quitte le port, le temps s'arrête et le rythme est différent. Ça peut être le rythme très lent quand il y a pétole, comme on dit, quand il n'y a pas de vent, et un rythme très soutenu quand le vent force et quand on est au pré. J'aime être avec l'humeur de la mer. Je suis marié, nous sommes parents de 3 enfants. Et dès que nos enfants ont été en âge de naviguer, on est partis en croisière l'été. Donc ils ont toujours aimé. Et c'est des bons souvenirs pour tout le monde, et des souvenirs de famille, des souvenirs de baignade, des souvenirs de navigation, des bons temps de famille. L'été dernier, on avait pour projet de naviguer entre Marseille et la frontière italienne. Les premiers jours, nous avons navigué avec notre fils, Sébastien. Après, sa sœur Joanne est venue avec son amie Déoda. Et donc, nous étions tous les 4, Joanne, Déoda, Laurence, ma femme, et moi-même. Donc le secteur de Cavalère, c'est pas un secteur très dangereux. Néanmoins, on a ces 3 caps, le cap Lardier, le cap Taillat et le cap Camara, qui ont une mauvaise réputation. Principalement le cap Lardier et le cap Taillat, caractéristique, il y a une petite baie. La baie de Briande, elle est magnifique. C'est un petit havre de paix avec des fonds bleu turquoise. C'est magnifique. Et donc, quand tout va bien, les gens ont l'habitude de mouiller entre ces 2 caps, donc dans cette baie de Briande. Ils se sentent protégés. Et lorsque les vents tournent, le bateau peut vite se retrouver dans les cailloux. Et puis, la hauteur des vagues à cet endroit-là, comme ce sont des caps, peut surprendre. On a l'habitude, lorsqu'on nous appelle de nuit et qu'il y a du vent, on sait 9 fois sur 10 que ça va être environ là. Dès que le cross nous annonce que c'est secteur Cap Lardier ou Cap Taillat, on sait que ça va être musclé. Ce 14 août, nous partons assez tôt le matin de l'île de Lérins. Nous arrivons à 16h au Cap Taillat, à la baie de Briande. Il y a le cap, une montagne qui monte, et puis ça redescend pour être quasiment à fleur de la plage, et puis ça repart ensuite vers les montagnes. Il y a un certain nombre de rochers, peut-être 5 ou 6, qui dépassent le niveau de l'eau, qui sont donc visibles depuis la mer, qui sont chacun à 50-60 mètres de la côte. Nous nous mettons assez loin des rochers, et puis bien à l'abri du vent d'est, donc c'est parfait. La mer, quand on arrive, c'est assez calme, elle est chaude, elle est à 29 degrés, ce qui est plus chaud que la normale. Il y a pas mal de bateaux qui, vers 18
18h commencent à s'en aller, les bateaux qui sont venus mouiller pour la journée. Donc c'est à partir de là qu'on commence à s'installer pour la soirée et la nuit. Et ce que nous avons prévu, c'est de partir plutôt tôt le lendemain, parce que le vent d'est annoncé arrivait plutôt vers 11-12 heures le lendemain. Quand on s'installe, d'abord on cherche un endroit pour mouiller, donc assez éloigné de ces rochers, en nous disant d'ailleurs que nous ne prenions aucun risque, puisque le vent venant de l'est, nous n'avions aucune chance d'aller échouer sur ces rochers-là si le vent restait à l'est, ce qui semblait annoncé. Joanne, elle est très à l'aise avec la navigation, et du coup, quand nous arrivons, c'est elle avec son chéri Déoda, ils sont tous les deux à l'avant et ils s'occupent de mettre l'ancre, pendant que moi je reste au moteur à la barre. Nous posons 35 mètres de chaîne, ce qui est largement suffisant pour un bateau de 10 mètres avec 7-8 mètres de fond. Nous prenons des points visuels, ma fille Joanne et moi-même, deux lignes qui se croisent pour s'assurer que nous ne bougeons pas, et puis nous les comparons l'un et l'autre pour s'assurer que nous ne bougeons pas. On fait ça une bonne heure. Les prévisions annoncées sont 10 nœuds de vent d'est avec des rafales à 15. Donc je me dis, on est parfaitement positionné, on est à l'abri, ça se passera bien. Vers 8h du soir, nous sommes tous les quatre en train de discuter sur le carré, et il y a un vent qui forcit un peu, qui vient plus de l'est, mais qui vient du nord. Ça dure 20 minutes, une demi-heure, c'est du vent plutôt 20-25 nœuds, qui m'interpelle en disant, oula, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est plus tout à fait la même orientation de vent. Si ça continue, on va faire des quarts toute la nuit. Donc on se relaiera pour que chacun, à son tour, surveille que le bateau reste bien positionné. Je commence à me dire ça, et puis le temps que j'en parle à mon cher équipage, en fait, il se passe que le vent s'arrête. Je dis, c'est quand même curieux, c'est bizarre, le ciel commence à être nuageux et la météo annonce des orages pour la nuit, sans pour autant annoncer du vent plus que les 10 à 15 nœuds de vent d'est. Nous décidons de faire une manœuvre de répétition d'appel des secours, de remettre les gilets de sauvetage pour bien savoir comment on les met en cas d'urgence. Et à ce moment-là, moi, je vais vérifier. Sur le radeau de survie, il y a des images qui expliquent comment le mettre en place. Donc je les re-regarde. C'est ce que je fais de temps en temps, mais voilà, mais je le regarde. Et à 21h30, tout le monde va se coucher. Nous avons une bonne journée de navigation, de soleil, d'air, donc tout le monde est bien fatigué. Et vers minuit et demi, nous sommes réveillés par une grosse pluie. Nous fermons les hublots, après avoir vérifié notre position. Tout va bien et on se recouche. On entend la pluie taper assez fort, mais je me rendors. Vers 4h, 4h30, un nouveau gros coup de pluie. Donc nous nous réveillons et là, ça pleut très fort, on entend vraiment un bruit de tac, 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 tac sur la coque, mais le vent est pas très très fort. Je regarde l'anémomètre, à ce moment-là, il est à 10 nœuds de vent, pas plus. Nous revérifions avec Joanne notre position et nous n'avions pas bougé d'un centimètre, donc tout va bien. Et comme il y a pas mal de bruit, on se recouche pas tout de suite. Je suis à la fois face à un super spectacle, regardez les éclairs, et c'est vrai que c'est magnifique. Et à la fois vigilant, regarder l'évolution du vent, regarder l'évolution du positionnement du vent, et à regarder l'évolution de notre position de bateau. Je suis en alerte, mais pas inquiet. Vers 4h du matin, avec mon épouse, on est réveillés par la violence de l'orage. On a des éclairs très très importants, le vent qui est très fort, la pluie qui est très forte. Comme je travaille au port, je me dis, j'espère qu'au niveau des bateaux, ils vont tous tenir, que les amarres vont pas lâcher. On sent bien que là, on a un phénomène météo intense, un orage vraiment d'une rare violence. Il doit être 5h20, le vent commence à monter assez fortement. Je regarde l'indicateur qui annonce d'un coup à 20 nœuds, et très rapidement 25, puis 30, 35, 40, et ça monte quasiment jusqu'à 50 comme ça. Et le temps que je réalise ce qui est en train de se passer, le bateau se couche, je m'accroche, les autres aussi, mais il y a un tel bruit extérieur avec la pluie, il y a un tel délire lumineux avec les éclairs, que je crois que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous sommes sidérés en fait. Et on entend un grand crack dans le bateau, puis un deuxième crack. Nous venons de cogner un rocher et
Et donc je saute pour aller démarrer le moteur en essayant de m'éloigner de cet endroit-là. Le moteur démarre pas et ça retape. Donc j'ai un huitième de seconde où je dis tiens, ça arrive d'échouer, dans un espèce de calme absolu, mais ça dure un dixième de seconde peut-être. Et là je dis à tout le monde, on a touché un rocher, nous allons couler. Il y a un vent pas possible, ça cogne de tous les côtés, le bateau cogne contre le rocher, on entend craque tout le temps. L'eau commence à monter dans le bateau, donc nous commençons à couler. Donc Johan immédiatement appelle les secours, VHF, et pendant ce temps-là, chacun met son gilet de sauvetage, mais malgré toute cette tension extérieure, il y a un grand calme entre nous. Sur mon téléphone, j'ai une sonnerie caractéristique qui identifie les appels qui viennent du Crossmed lorsqu'on est engagé. Et là, vers 5h20 du matin, j'ai cette sonnerie qui retentit. Ma femme qui dit « Ah non, tu peux pas y aller ». Elle sait que là, l'orage et la tempête est vraiment importante et que si on est engagé, c'est que ça va être risqué. Donc, c'est angoissant pour eux. J'ai directement un opérateur du Crossmed qui m'annonce tout de suite qu'on a un voilier avec pas mal de personnes à bord. On n'est pas loin d'une dizaine de personnes, mais ils n'ont pas de certitude. Ils sont sur le point de s'échouer sur le Cap Taya. Donc là, tout de suite, je mesure que en pleine nuit, vu la violence de l'orage, un voilier qui va s'échouer, ça peut vite être dramatique. Je prends la voiture, je me rends compte que waouh, là, effectivement, l'orage a été violent. Il y a des branches cassées un peu partout sur la route. Ça continue, il pleut fort, il y a des grosses rafales de vent. Et au moment où j'arrive sur la vedette, je vois le comportement des bateaux qui me montre bien que dans le port, même si on est à l'abri, les bateaux se couchent et je vois en fait la houle et les vagues qui sont importantes. Donc on sait que voilà, on va avoir des conditions météo à l'appareillage qui risquent d'être un petit peu musclées. Très vite, il y a de l'eau, à mi-tibia. Je re-rentre à l'intérieur pour m'assurer que les secours ont bien été prévenus. Et là, très vite, l'eau jusqu'au ventre. Hein. Donc on le voit couler. Enfin, l'image, c'est le Titanic. Hein, c'est l'eau qui monte. Sauf que ça se fait très très vite. Donc Johan va sur le radeau de survie pour commencer à le détacher. Je vais l'aider. Nous l'ouvrons tous les deux. Nous le mettons sur le côté bâbord du bateau. Le radeau, il doit faire 2 mètres sur 2. Il y a 2 rondins d'air, l'un sur l'autre, qui font le tour. Et très très vite, nous prenons les affaires d'urgence avec nous, veste de quart. Et puis nous nous mettons dans le radeau de survie, accrochés au bateau qui coule et qui cogne le rocher. Johan est dans le bateau, puis Déodat, puis Laurence. Moi j'y vais, puis je vais rechercher mes papiers en me disant je vais en avoir besoin. Et là quand je rentre, j'ai de l'eau quasiment jusqu'aux côtes. On ressort assez vite. Et nous sommes pendant un long moment accrochés, c'est Johan et moi qui sommes dans le radeau, accrochés au bateau, et Déodat et Laurence sont derrière nous. Lorsque l'équipage arrive, je commence à expliquer un petit peu le déroulement de l'opération qu'on peut envisager en réfléchissant à différents scénarios. Là, je dis à Philippe, je dis écoute, tu vas être le patron sur l'intervention. Avec Laurent, on va se mettre tous les deux en nageur parce que vraisemblablement, quand on va arriver sur zone, il y aura sûrement une nécessité d'envoyer 2 nageurs. Donc là, on a pareil, il est 5h50. Il y a une luminosité qui est très faible parce qu'on est quand même encore en pleine nuit. Mais on a ces éclairs qui n'arrêtent pas de tomber. Et une mer qui reste quand même toujours dangereuse parce que dans ces cas-là, on a des branches, on a des choses qui flottent dans l'eau. Donc il faut être quand même prudent. À ce moment-là, c'est toujours le déluge. Donc il pleut à n'en plus pouvoir, des seaux d'eau, le vent est terrible. Et donc nous nous disons que si nous lâchons le bateau, notre propre radeau va aller percuter un autre rocher et va exploser, que nous allons tous crever si c'est ça qui se passe. Donc notre seul choix à ce moment-là, c'est de rester accroché au bateau qui coule peu à peu. Mais je me dis, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de fond, donc à un moment donné, il va toucher. Et c'est ce qui va finir par se passer, ce qui fait qu'au début, nous sommes accrochés au bastingage, et à la fin, nous ne sommes plus qu'accrochés à un des étais du mât. Et là, j'ai une crainte à ce moment-là, c'est qu'on prenne la foudre, parce que les éclairs sont nombreux. Et quelque chose qui nous rassure, c'est qu'au mouillage, il y avait d'autres bateaux, et il y a un autre bateau qui nous regarde, on voit sa torche, et on voit qu'il nous regarde. Donc moi, ça me rassure en me disant, bon, si les secours prennent encore du temps... En tous les cas, ils pourront indiquer où nous sommes, ils vont nous suivre. Quand nous sommes dans le radeau, il y a un grand calme entre nous. Personne ne panique, ce qui est vraiment une force dans un déluge terrible.
Voilà, nous allons nous en sortir tous les 4. Et puis d'un coup, le vent s'arrête. Subitement, comme il est arrivé, plus d'eau, plus de pluie, plus de vent. Et là, on décide de ramer comme des fous pour aller jusqu'à la côte. On arrive à la côte, c'était très rocailleux, donc on sort du radeau pour marcher le long de la côte, parce qu'on a aperçu un banc de sable à une 50aine ou une 100aine de mètres. Et là, on marche dans une eau très très chaude, c'est assez surprenant, parce que c'est presque trop chaud, quoi. Et en même temps, elle nous fait du bien, cette eau, et de sentir le fond. Et on arrive sur la plage, et au moment donné où nous sortons le radeau de la plage, on se tourne vers le large, et on voit le bateau de la SNSM qui arrive, et on se dit... Ils vont s'occuper de nous, là. Donc là, la vedette passe le cap et on a tout de suite le visuel sur un feu de mât sans le bateau. Et on voit le radeau de survie, on voit les naufragés autour du radeau de survie. Mais on a toujours cet inconnu qui est de savoir combien il y a de personnes qui étaient présentes sur le bateau et combien il y a de personnes à secourir. Ils sont visiblement quand même à l'abri, mais ils sont entourés de rochers, donc on ne peut pas s'approcher avec la vedette trop près. Donc je demande à mon collègue, avec Laurent, de se mettre à l'eau avec moi. Je prends avec moi aussi un sac avec ce qu'on appelle un fil d'Ariane. Donc c'est un bout très long, on peut aller jusqu'à 150 mètres, qui peut se dérouler et qui peut nous permettre de nous relier au bateau si nécessaire. Plus on s'approche, on voit que les personnes sont transites froid, stressées. On sent qu'il s'est passé quelque chose de grave et d'important. Il y a quelque chose de lourd qui émane de cette ambiance. Et effectivement, quand on arrive sur le sable, bon, il y a une lueur d'espoir qui arrive parce que pour eux, ils voient des sauveteurs qui arrivent et qui viennent à leur secours. J'identifie donc responsable de l'embarcation qui vient vers moi et je dis est-ce que vous pouvez me confirmer que vous étiez bien 4 et est-ce que vous étiez d'autres personnes impliquées dans le naufrage? Je lui pose plusieurs fois la question. Vous étiez combien à bord? Et ça, vraiment, c'est important parce qu'il faut vraiment que je sois certain. Comme j'avais une information un petit peu erronée au départ à l'appareillage où on nous avait dit, il y a peut-être 8 à 10 personnes. Donc, je veux vraiment être certain qu'on ne vient que pour 4 personnes. Laurent prend le fil d'Ariane et il part à la nage jusqu'à la vedette. Puis, moi, je commence à préparer le radeau de survie. Je le remets dans l'eau et j'explique cette manœuvre aux 4 naufragés pour leur dire de quelle manière on va les ramener. Donc je pousse le radeau, je leur dis écoutez, je suis désolé, il va falloir remonter dans votre radeau de survie. Et j'ai Laurent qui donc va revenir pour m'aider en fait à passer les rochers en tractant le radeau de survie. Le radeau de survie arrive au contact de la vedette. Là, à bord, ils ont préparé ce qu'on appelle des kits hypothermiques avec une couverture de survie, une espèce de peignoir poncho. En fait, quand on est tombé dans l'eau, la première chose à faire, c'est de se dévêtir quand on se met à sec, à l'abri. Tout de suite, l'équipage leur propose à boire, de quoi manger. On les sent très rassurés, soulagés. Et en même temps, il y a cette angoisse qui vient de se dire « Waouh, on est passé pas loin de quelque chose de peut-être grave ». Et puis aussi, je sens envers eux qu'il y a ce bateau qui était peut-être toute leur vie, et maintenant il est au fond de l'eau. Et c'est compliqué aussi à affronter ça pour eux. Le bateau est en train de démarrer pour retourner vers Cavalère, et je vois Blue Moon. Mais je vois plus que le mât qui est encore éclairé d'ailleurs, des feux de position de la nuit. Et là, je comprends. En fait, je comprends qu'on vient de passer à côté d'une catastrophe. Et là, je réalise en fait. Je réalise qu'on a failli mourir, je réalise que le bateau est sans doute foutu. Et je réalise qu'on est vivant, quoi. Et je m'effondre. Et donc là, il est 7h20 du matin. Et au moment où on arrive à quai, on leur apporte de quoi s'habiller, on leur apporte des croissants, du thé. Voilà, on s'occupe d'eux parce qu'on sait qu'ils ont traversé quelque chose de très compliqué. Il y a cet échange qu'on a dans le regard, les gens qui ont un bateau et qui ont vécu des événements compliqués en mer. On sait ce qu'on a vécu, on sait par où on est passé. On fait tout ce qu'on peut pour les réconforter et les prendre en charge aussi psychologiquement.
fait quand même plusieurs fois qu'on observe dans ce secteur des phénomènes météo très intenses, très localisés, qui sont pas prévisibles. Comme tout bon marin, quand on est dans une baie abritée et qu'on a mis la chaîne et le bout suffisant pour un bon mouillage, normalement on est en sécurité. Sauf que là, les vents atteignent des pointes de vitesse qui sont anormales, qui sont pas habituelles. En tout cas, les spécialistes évoquent le réchauffement de la Méditerranée. On frise les 30 degrés. C'est anormal. La Méditerranée peut pas être aussi chaude. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment l'illustration que la nature est la plus forte, que ce que nous avons vécu, c'est les conséquences du dérèglement climatique. Donc ça, malheureusement, il va y en avoir de plus en plus. Je crois que 8 mois après, malgré le travail que j'ai fait sur le sujet, c'est toujours là en fait. J'ai toujours pas compris en fait que ça puisse arriver. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. 200 ans de vie sauvée, ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui comme hier, les sauveteurs en mer ont besoin de vous. Faites un don sur snsm.org. C'était le 3e épisode de la saison 5 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Chloé Vibo, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Deferrand, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acmé.